Bienvenue dans le podcast Future Proof dédié aux études de marché et à la manière dont la science-fiction peut offrir un éclairage inspirant. Je suis Marina Kozica, directrice marketing adjointe. À travers nos invités, explorez avec nous des territoires inédits où auteurs de science-fiction et experts de Kantar tracent ensemble des chemins innovants pour vous inspirer. Avec moi aujourd'hui, Michael Rock, auteur de science-fiction et personnage éminemment inspirant et inspiré de la culture afrofuturiste. Bonjour Michael. Bonjour. Avec moi du côté Kantar, Aïssatou Oumar. Bonjour Aïssatou. Bonjour Marina, bonjour à tous. Et Florence Gigné, également de Kantar. Bonjour Florence. Bonjour Marina, bonjour à tous. Alors, tout d'abord, une remise en perspective. L'afrofuturisme est un mouvement culturel et artistique qui explore les intersections entre la culture africaine et les technologies du futur. Ce mouvement, initié par des figures pionnières comme Samuel Delaney et Octavia Butler, s'est étendu à travers le monde, notamment en Afrique et dans la diaspora africaine, dans les pays caribéens, notamment à Fort-de-France. Donc, j'inviterai tout à l'heure Michael à en parler. Il se manifeste dans divers domaines, y compris la littérature et le cinéma, avec des œuvres phares telles que le roman Pattern Master d'Octavia Butler et le film Black Panther que vous n'avez pas manqué de voir au cinéma, réalisé par Ryan Coogler. Ces œuvres mettent en avant des thèmes de résilience, d'innovation et de prospective, tout en célébrant l'identité et l'héritage africain. Alors, pourquoi intégrer l'afrofuturisme dans les études de marché? L'intégration de l'afrofuturisme dans les études de marché offre une perspective unique et innovante pour les entreprises cherchant à comprendre et à servir des marchés diversifiés. En incorporant des éléments de l'afrofuturisme, les études de marché peuvent bénéficier de narratifs culturels riches et de méthodes de collecte de données immersives. Par exemple, l'utilisation de la réalité virtuelle pour créer des environnements afrofuturistes permet aux participants de s'immerger dans des contextes futuristes et de fournir des insights profonds sur leurs aspirations et leurs attentes. Les entreprises peuvent également adopter une segmentation psychographique basée sur l'affinité des consommateurs avec les thèmes afrofuturistes, tels que l'innovation technologique et la durabilité. La co-création avec les communautés afrofuturistes permet de développer des produits et des campagnes marketing authentiques et pertinents. De plus, l'analyse des tendances à partir de médias afrofuturistes populaires peut guider le développement de produits dans des secteurs variés, de la mode à la technologie. En intégrant l'afrofuturisme, les études de marché non seulement diversifient leurs approches méthodologiques, mais aussi offrent des insights plus pertinents et innovants. Cela permet aux entreprises de mieux comprendre les aspirations des communautés africaines et diasporiques, favorisant ainsi une croissance durable et équitable. L'afrofuturisme, en tant que mouvement riche et dynamique, offre une voie vers une recherche plus inclusive et prospective, enrichissant les stratégies marketing des entreprises engagées à répondre aux besoins d'un marché mondial extrêmement diversifié. Alors, tout d'abord, nous avons la joie donc d'avoir Michael Rock parmi nous, auteur de nombreux romans. Il va se présenter et après qu'il se soit présenté, Michael, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que réellement l'afrofuturisme et comment se distingue-t-il de la science-fiction occidentale? Merci Marina. Mais oui, effectivement, je suis auteur de science-fiction. J'aime beaucoup me présenter en disant que j'écris de la science-fiction caribéenne, parce que c'est un genre qui, dans l'héritage littéraire qu'on a aux Antilles, dans les Antilles françaises en tout cas, est très sous-exploité. Et donc tout de suite, ça interpelle cette science-fiction caribéenne. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'afrofuturisme en soi, ici? Comment il est pensé? On,
va essayer d'y répondre là, durant ce podcast. C'est le cœur de mon travail, d'écrivain. À côté de ça, je suis aussi formateur en narration, j'anime des ateliers d'écriture, j'interviens en université, en école d'art supérieure aussi, euh, autour de l'acte d'écrire, premièrement, et puis effectivement, comment penser le monde de demain à partir d'un centre qui est celui de la Caraïbe, à partir d'une société qui est afrodescendante. Et c'est en cela que ce travail d'écriture rejoint les préoccupations de l'afrofuturisme. Euh, Ça m'arrive aussi parfois d'être consultant culturel, consultant littéraire pour des maisons d'édition, pour des maisons de production de jeux vidéo aussi, qui ont besoin d'un regard un peu plus afrocentré euh, pour corriger la justesse d'un propos ou d'un imaginaire qu'ils développent dans leur production, dans leur création. L'afrofuturisme, tu l'as presque bien dit, hein, tu as dit qu'il était un peu initié par des auteurs phares comme Delany, Samuel Delany et Octavia Butler. Il remonte à plus longtemps que ça, hein. Il remonte à la fin du 19e siècle. Pour le continent américain, on peut avoir un jalon déjà autour de la fin de la guerre de sécession, où on a des récits utopistes de révoltes d'esclaves qui notamment fondent des États souverains sur l'île de Cuba. On a des récits utopistes de sociétés où l'homme et la femme sont égaux. Les populations noires, populations blanches américaines aussi. Ça émerge dans ce temps-là. Et sur le continent africain, ça émerge durant l'époque de la colonisation, des empires coloniaux, où aussi on a des récits de rencontres euh, avec des aliens qui débarquent avec une technologie supérieure dans des villages du continent africain et qui viennent un petit peu semer la panique et favoriser l'émergence en fait de personnages qui vont entrer en lutte, entrer en confrontation, entrer en contact, en relation avec ces entités autres. Donc on a bien là la métaphore de la colonisation. L'idée de l'afrofuturisme, c'est de créer des récits qui sont émancipateurs, qui sont victorieux, qui vont quelque part renverser l'imaginaire mortifère que la traite négrière, la traite atlantique et la colonisation sur le continent africain ont apporté de l'image des sociétés africaines et afrodescendantes. C'est-à-dire rompre avec des modèles qui sont relayés à des catégories sociales pauvres, déshumanisées, exploitées. L'afrofuturisme peint des personnages qui mènent une lutte contre ces images-là et qui s'en sortent haut la main. Cette vision politique, c'est vraiment le cœur de tous ces récits afrofuturistes. Et cette vision, elle se couple à l'emploi de nouvelles technologies, de technologies qui, avant l'avènement des réseaux sociaux, par exemple, sont très liées à la science-fiction telle qu'on la connaît, par Jules Verne, par Mary Shelley, des technologies dont on s'extasie, en fait, finalement. Et puis à partir des années 60, à partir du moment où on va sur la Lune, en fait, ces technologies-là vont nous permettre de se réarmer face à la mondialité, face à la mondialisation même de grands systèmes capitalistes.
Et puis, autre trait commun de toutes les productions afrofuturistes, c'est la prédominance justement de la tradition afrodescendante, de nos traditions orales, de nos cosmogonies, de nos rapports au réel qui sont, euh, qui sont en décalage complet avec le centre occidental qui, lui, est fondé sur la raison tout à fait platonicienne. Voilà, les choses qui sont vraies sont ancrées dans le réel, dans un réel qui est physique, qui est matériel, et on n'a pas tout ce rapport à l'ancestralité, ce rapport au souffle, ce rapport au divin que l'on a dans les textes afrofuturistes. Voilà, pour faire court, cette grande définition, qui est quand même mouvante, hein, on va en parler, mais elle est Ouais, mouvante. tout à fait. Et donc, merci Michael, hein, c'était très complet. Je suis impressionnée. Et effectivement, hein, si tu as eu raison de me corriger concernant le début de l'afrofuturisme, après tout, il faut être précis. Aïssatou, tu es directrice générale de Kantar et tu es basée à Dakar. Euh, Oui. qu'est-ce que tu, Qu'est-ce que te donne à penser, ce que vient de dire, Michael? Comment ça te fait réagir et voilà, comment tu perçois l'afrofuturisme? Merci Marina, rebonjour à tous. Donc effectivement, je suis depuis Dakar en charge de l'activité de Kantar et donc des études de marché plus large dans différents pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc c'est un plaisir d'avoir cette fenêtre d'échange sur l'afrofuturisme qu'on suit depuis un moment déjà. Moi, je me souviens avoir écouté des premiers podcasts vers les années 2019. Mais voilà, même si en s'intéressant au sujet, on voit que ça date de beaucoup plus loin que ça. Pourquoi on s'y intéresse? Parce qu'en fait, en parallèle de notre travail avec différentes entités multinationales ou des acteurs locaux, on regarde les tendances et ce qui se passe de manière plus spécifique dans différents marchés d'Afrique. On a regardé pour voilà, des pays plus proches de nous, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, mais aussi le Kenya ou l'Afrique du Sud et même le Maghreb, selon les années. Et à travers ce suivi-là, il y a un phénomène qui avait été repéré il y a quelques années de cela, en 2017, qui est la montée du local et l'aspiration à des contenus plus locaux. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que, en fait, c'est intéressant par rapport à ce que disait Michael. Il y a cette amplification de cette tendance sur du local qui pourrait même atterrir sur de l'afrofuturisme, parce qu'au fur et à mesure, il nous a été on a été amené à parler d'afro-optimisme. Donc, entre le local et l'afro-optimisme, il y a eu quand même un développement assez significatif. Il ne s'agissait plus juste d'aimer ce qui était fait localement, de l'apprécier ou de l'utiliser plus, mais on était sur un développement de plus en plus important, un développement qui touchait un peu plus le mindset, l'état d'esprit et tout ce qui est un peu imaginaire autour de l'Afrique et comment je perçois l'Afrique, comment je me perçois, comment se perçoivent les Africains et comment ils envisagent le futur. Donc, après l'afro-optimisme, on en est venu à parler plus récemment d'afrospiration, qui est un peu plus une tendance qui n'est pas encore une école de pensée, mais plutôt quelque chose qui se rapproche d'une ambition africaine, quelque part, à créer tout un écosystème qui va mettre en place des conditions de croissance, des conditions d'atteinte d'un avenir meilleur, des conditions de révélation des opportunités immenses que l'on a sur le continent pour occulter quelque peu les challenges et aller sur un prisme beaucoup plus axé sur des solutions. Et c'est là où je pense on commence à toucher un peu du doigt
l'afrofuturisme, parce que finalement, enfin, moi, la définition que j'en ai retenue et qui est très simplificatrice par rapport à toutes les informations que Michael a données, mais qui me permettait de le mettre plus en perspective avec les conversations qu'on a au quotidien avec les différents acteurs, avec les différentes marques avec lesquelles on travaille. C'est voilà un cadre d'échange qui permet finalement de rêver l'Afrique et de lui donner un futur qu'il mérite, de lui donner la place qu'elle mérite, de réinventer le futur des Africains et surtout de ne plus laisser les autres l'imaginer à notre place. Et donc, par rapport à toute cette évolution-là, on a vu effectivement ce qui était autrement tout petit, un épiphénomène qui était la montée du local, devenir vers quelque chose de beaucoup plus aspirationnel, pour ne pas dire complet, et qui a des dérivés. Hein. On pourrait parler d'afroféminisme, d'afrofantastique, mais les amplifications sont, et les ramifications sont relativement larges. Enfin, je m'arrête là, mais effectivement, c'est un sujet passionnant pour en parler Ouais. longtemps. On pourrait en parler des heures, tout à fait, et il est tellement en train d'évoluer et de grandir qu'en fait, il nous faudrait presque un autre podcast. On prendra langue pour l'année prochaine. Donc voilà, pour une deuxième édition. Donc voilà, c'est très complet et j'aime beaucoup ce que tu as dit sur le côté de se réapproprier son histoire et de l'écrire. C'est très important d'écrire son histoire pour, voilà, pour les générations, futures. Donc c'est au cœur du sujet. Maintenant, je me tourne vers Florence. Toi, Florence, tu es, directrice de la mesure d'audience, à Kantar, Insight Paris, et tu es notamment en charge d'Africascope, et tu viens de participer, d'organiser un webinar autour de la communication RSE des entreprises. Donc, comme je l'ai dit, l'afrofuturisme permet une croissance durable. Est-ce que tu peux nous parler d'Africascope et de la communication RSE qui est importante et qui peut éclairer les marques dans le contexte de l'afrofuturisme? Merci, Marina. Alors effectivement, je suis en charge de des activités de mesure d'audience et la spécificité, c'est que dans mon périmètre, j'ai, effectivement, comme tu l'as dit, une étude qui s'appelle Africascope et qui couvre la consommation média sur, un certain nombre de pays, une dizaine depuis plus de 10 ans. Une étude d'audience panafricaine, et donc qui permet d'appréhender la consommation média sur cette, zone-là. Et on voit effectivement, qu'il y a des tendances, des émergences, en termes de consommation média qui sont nouvelles sur ces dernières années et qui sont, dans cette mouvance, dont parlait, justement Aïssatou, où on voit qu'il y a des comportements et des mentalités qui évoluent en Afrique, qui ont été drivés quelque part par, l'accélération, technologique, hein, qui a permis, et la connectivité qui a permis de rendre davantage visibles et accessibles les talents, la créativité et des initiatives dans de multiples domaines de la population locale africaine. Et donc finalement, le champ des possibles d'émancipation pour la population africaine, et donc qui a contribuer à constituer aussi un cercle virtueux, qui permet, finalement, aussi qui contribue aussi à la projection de la population vers une trajectoire plus, afro-centrée, afro-optimiste dont tu parlais, Aïssatou, et qui est très axée effectivement sur, le local. Et en soi, quelque part, enfin, la vision que j'en ai, c'est que, l'afrofuturisme, c'est quelque part un driver, de cette évolution, qui contribue aussi à cette évolution pour permettre de se réapproprier effectivement, son avenir, en fait. Donc, maintenant qu'on a dit ça, effectivement, concernant plus particulièrement, l'intérêt et l'inspiration que ça peut porter, effectivement, c'est une évidence.
parce que les acteurs économiques, qui avaient des offres jusqu'à présent, qui étaient proposées en Afrique, ne fonctionnent plus, moins bien, et plus ou moins bien et qu'il y a un changement quelque part de paradigme, et donc il faut changer effectivement, la façon de voir les choses pour pouvoir, appréhender, ne de avec le continent africain, en fait. Donc concernant, plus particulièrement, nous, ce qu'on observe dans la consommation, média, on voit effectivement, comme tu le disais Aïssatou, que, il y a un essor, des chaînes qui sont locales, qui promouvoient la culture locale, la production de contenus locaux, et la diffusion de programmes en langue, locale. Et ces chaînes réussissent à mettre en avant les talents et les histoires qui sont adaptées à leur public, hein, via le reflet des réalités de chacun des pays concernés, tout en renforçant, l'identité culturelle de ces pays. On constate, effectivement, que dans notre étude Africascope, il y a une montée en puissance, des chaînes, locales, axées, sur justement, tout ce qui est local, et il y a une percée, c'est-à-dire qu'elles font maintenant partie, du top 10, des chaînes qui sont, consommées, dans les pays, qui sont couverts par Africascope. Et donc, il y a des expériences, enfin il y a comment dire? Des initiatives très, réussies, hein, qu'on note, en Côte d'Ivoire avec, les chaînes, A+ Ivoire, NCI, Live TV, en Côte d'Ivoire, et puis, dans d'autres pays, Sounouyeuf, au Sénégal, Mamboké en TV en RDC. Et c'est une tendance, qui a émergé depuis quelques années, qui poursuit, sur des périmètres plus étendus d'ailleurs, en tenant compte de justement ces singularités locales. Et j'en veux pour preuve, là, dernièrement, Canal+ a encore, lancé en avril dernier, 3 chaînes, 3 chaînes panafricaines, ou en Guinée, également pour promouvoir, les réalités socioculturelles de ces zones, et notamment en langue vernaculaire. Donc ces initiatives, elles sont nombreuses, et Canal+ qui est effectivement, leader, sur ce marché audiovisuel, panafricain, a bien compris, hein, cette évolution en adaptant son offre, en développant ses chaînes avec ses contenus locaux qui ont un succès, très important, et au final qui, s'inscrit, et qui contribue quelque part, au corpus, référentiel, pour la population, et donc qui rejoint un peu quelque part l'afro, futurisme dont on vient de parler. Heu, voilà ce que je voulais, et qui finalement, contribue à un rééquilibrage comme le disait Aïssatou, je crois, précédemment. Alors, tout à fait. Ben, merci Florence. Alors moi, ce que je retiens de ce que vous venez de dire tous les 3, entre l'expert de science-fiction qui nous a donné un point de vue sur l'afrofuturisme et nos 2 directrices de mesure d'audience, directrices, générales en charge des marchés, c'est qu'en fait, c'est l'afrofuturisme, c'est un sujet d'intérêt et d'inspiration pour les marketeurs, les médias, comme tu l'as dit, Florence, et les consommateurs qui ont été interrogés à l'occasion de l'étude, Kantar Sustainability Sector Index. Donc maintenant, abordons les enjeux et les opportunités pour les marques et les médias. Heu, Comment ils peuvent concrètement, s'inspirer de l'afrofuturisme? Alors mon petit doigt me dit que les enjeux et les opportunités sont multiples. Donc je vous passe la parole. Peut-être, Aïssatou, tu veux commencer? Oui, merci Marina. Effectivement, beaucoup d'enjeux, hein. Enfin, je pense que moi, j'aime bien parler de révolution quand on parle de tout ceci, parce qu'on est passé d'une époque où, voilà, on regardait l'Afrique d'une certaine manière, au shift et au changement de narratif qu'on a aujourd'hui.
Et comme toute réponse et comme toute proposition de valeur, il est hyper important de comprendre l'audience et les personnes que l'on sert pour être pertinent. Donc, cette compréhension des individus, des Africains, elle me semble fondamentale pour savoir un peu toute l'évolution qui est en train de se passer dans leur état d'esprit, au niveau de leurs usages, au niveau de leur mode de pensée et de leur façon de voir le continent où ils sont et aussi ce qu'ils ont envie d'utiliser surtout et d'acheter et de promouvoir. Quand on regarde, par exemple, les tendances et l'étude de Africa Life de manière beaucoup plus spécifique, on comprend que de plus en plus, en Afrique, on va rechercher des produits auxquels on peut s'identifier. Quand on a la chance d'appartenir à ma génération, on a quand même grandi avec un paradigme complètement différent où était plutôt célébré ce qui venait d'ailleurs. Donc, ça reste un changement fondamental qu'il faut intégrer, sur lequel surfent d'ailleurs les marques locales et pour lesquelles les marques internationales et multinationales doivent revoir un tout petit peu peut-être quelles propositions de valeur et quelles réponses apporter à ce genre d'aspiration. Ils ont envie de vivre des expériences qui leur correspondent, qui leur ressemblent et d'entendre surtout des messages qui résonnent de plus en plus avec ce qui leur tient à cœur, avec l'environnement dans lequel ils vivent. Et donc, on n'est plus juste sur l'élaboration des offres, mais aussi sur la communication, sur des mots, sur des discours, sur une posture qui doit intégrer toutes ces évolutions afro-futuristes. On parle beaucoup de la culture d'ailleurs, qui est aujourd'hui une nouvelle monnaie marketing. Et je parle pas que de marketing culturel qu'on étudie depuis des décennies, mais de cette culture qui est une vraie monnaie d'échange, une vraie monnaie marketing et sur laquelle on peut surfer quand on parle de renaissance, par exemple, culturelle enclenchée par même aujourd'hui certains gouvernements qui soutiennent cela. On a vu l'impact que ça peut avoir sur le PIB et donc c'est une affaire qui est prise très au sérieux, la culture. Comment la comprendre, comment l'utiliser, comment utiliser les références locales est une question que l'on peut poser aux marques. On parle aussi beaucoup de résilience parce que voilà, il y a un narratif qui date d'il y a 30, 40 ans qui a énormément évolué pour devenir beaucoup plus positif et mettre en avant la résilience de ces marchés africains plutôt que de mettre le spotlight sur leurs challenges. Donc, comment ça aussi, on accompagne cette résilience. On pourrait parler de Kujikaza, qui est un terme kényan, mais voilà, comment on accompagne un peu cette résilience africaine, comment soutenir la volonté de s'en sortir. On a parlé tout à l'heure d'avoir un futur plus radieux, un avenir meilleur, de rêver nos vies. Donc, comment on soutient cela avec l'entrepreneuriat, notamment, qui a le vent en poupe et qui est une réponse toute faite au challenge de la jeunesse africaine, mais autant d'énergie motrice, source d'inspiration qui peuvent être propulsées par les marques, utilisées, accélérées pour voilà, être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde que ce qui se passe en Afrique, justement. Ah, c'est fascinant. Merci beaucoup, Aïssatou. J'ai trouvé ça très précis. Donc vraiment, tu donnes des clés, aux marketeurs pour comprendre ces enjeux. Et maintenant, je me tourne vers toi, Michael, parce que on a beaucoup parlé de l'Afrique, mais toi, tu es basé aux Caraïbes, Ouais. et lorsqu'on a préparé ce podcast, tu m'as beaucoup parlé d'afrofuturisme caribéen. Est-ce Mmh. que tu peux m'en dire plus sur cette région du monde où vraiment tu m'as expliqué que c'était un mélange d'influences africaines, européennes, asiatiques, donc c'est vraiment au confluent de nombreuses cultures. Qu'est-ce que les Caraïbes peuvent apporter à cette vision de l'afrofuturisme et comment intégrer ces influences? Comment aider les marketeurs à intégrer ces composantes? La Caraïbe
offre un paradoxe pour l'afrofuturisme. Euh, Effectivement, se projeter dans le futur, se projeter de manière meilleure dans le futur, ça porte déjà cette esthétique, même cette poétique du soin, de la réparation, de l'équilibrage des imaginaires dont on parle depuis le début. Le risque d'être trop afrocentré, c'est de devenir afrocentriste, justement, et de se couper tout simplement du reste du monde. Quand on parle du futur dans la Caraïbe, on peut le faire de manière afrocentrée, mais très vite, on est amené à se rendre compte que notre identité, elle est constituée de multiples facettes qui sont dues à des chocs culturels, des rencontres culturelles violentes, euh, euh, extrêmement rapides dans le temps, qui se sont faites et qui ont mêlé les imaginaires, les cultures qui proviennent de tout autour du monde. Les Européens, en emmenant avec eux les peuples africains qui ont rencontré, génocidé les peuples amérindiens, qui ont embarqué de manière, avec des conditions de travail aberrantes, des populations d'Asie du Sud-Est indiennes, des populations du Proche-Orient, de Liban, de Syrie. Tout ça se rencontre ici et forme cette identité caribéenne complète. Et donc créer une science-fiction, créer un modèle futuriste qui soit positif pour toutes et tous, parce que finalement c'est ça, hein, cette volonté d'émancipation de l'homme et de la femme noire, finalement elle ne peut pas se faire au détriment d'un autre homme ou d'une autre femme, quelle soit, quelle que soit son origine d'autour de la Terre. Et donc il faut aussi les prendre en considération et les emmener dans cette vision du futur pour la Caraïbe. Et finalement, ça nous sert un petit peu de garde-fou, c'est-à-dire qu'on prend soin de nous, effectivement, de nos imaginaires, de nos traditions, de notre culture, mais on vient on l'a fait entrer en relation avec les autres cultures qui sont tout autour du monde. Et on va échanger avec elles de manière horizontale, sans exploitation, sans domination, et partager, apprendre en commun pour non pas se replier sur soi, mais pour grandir. Eh ben, c'est passionnant et il y a beaucoup de choses, hein, dans l'afrofuturisme caribéen. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je me tourne maintenant vers Florence. Et toi alors, qu'en est-il des enjeux et des opportunités pour les marques alors de et les médias notamment puisque tu travailles beaucoup avec, des médias comme Canal+, comme France Médias Monde, comme TV5 Monde. Voilà, qu'en est-il? Donc effectivement, on sait tous et les experts le disent tous que le continent africain va jouer un rôle de plus en plus, important dans les années, à venir, de par sa population démographique et que derrière, il faut que, l'offre, qui soit faite, soit adaptée, en tout cas en termes de médias, aux aspirations, locales et ça nécessite effectivement une adaptation, une inspiration à partir du corpus qui est constitué, au fil des ans et donc c'est aussi, effectivement une opportunité, pour, remodeler, sa compréhension quelque part de des aspirations, de la population, africaine et donc de tendre vers une vision, future qui soit, inclusive et quelque part inspirante. Donc effectivement, beaucoup d'opportunités, pour les médias, dans ce sens. Bah, merci pour ces clés.
qui permettent aux marketeurs de comprendre de comprendre comment utiliser, l'afrofuturisme à bon escient. Question suivante, et là donc je me tourne vers toi Aïssatou. Quelles sont les tendances émergentes que tu as identifiées dans les études que tu pilotes, depuis Dakar, donc Africa Life, et comment elles se rattachent à l'afrofuturisme? Tu l'as déjà évoqué, mais autant entrer dans le vif du sujet. Oui, effectivement, j'ai commencé à l'évoquer. On a largement, je pense, parlé d'afrospiration. On a parlé de résilience et de Fujikaza. On a parlé de renaissance culturelle. Peut-être qu'on pourrait compléter avec un concept aussi qu'on a beaucoup étudié, qui est ASAP, African Solutions to African Problems, et qui donne aussi un prisme et un angle de proposition de valeur et de communication pour montrer l'importance du fait que les solutions doivent venir des Africains et doivent venir du local. Donc, par rapport à cela aussi, choisir son narratif, choisir toute sa chaîne de valeur, toute sa proposition de valeur, jusqu'à l'endroit même où elle est produite, où elle est distribuée, elle est mise entre les mains des Africains et des consommateurs. On peut parler d'influsion aussi, qui est cette tendance qui consiste à montrer comment les influenceurs mettent de plus en plus en scène la nourriture, l'alimentation, et là aussi, ça ouvre plusieurs portes parce on travaille beaucoup avec le FMCG et les acteurs de tout ce qui est produits de grande consommation. Mais c'est vrai qu'on a été beaucoup influencé, notamment sur ce territoire de l'alimentation. Et aujourd'hui, on influence, on exporte. Il y a une célébration nouvelle, réaffirmée de certaines céréales locales, de certains plats, etc. Donc, cette partie d'infusion, d'alimentation aussi est quelque chose voilà, qu'on suit beaucoup sur des évolutions. Et même si on reste sur ce sujet, on a le côté revendication qui incite à consommer plus local. On a aussi là aussi un shift. Moi, je me souviens, il y a une dizaine d'années, les marques qu'on suivait hésitaient à communiquer sur le local par rapport peut-être à une connotation moins qualitative. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc, en 10 ans, ça fait 10 ans que je suis un peu plus le marché africain, on a vu comment la perspective a été complètement inversée. Et une marque qui, avant, faisait beaucoup d'études pour savoir est-ce que elle pouvait mettre le label local et finalement non, parce que je comprends, c'est peut-être pas sûr aujourd'hui revendique ce label-là et cherche même à construire toute une chaîne de valeur là-dessus. Donc, on a vraiment beaucoup d'évolutions sur ces territoires-là qui projettent aussi forcément une communication différente, une manière de tisser le lien différemment, parce que ce qui est important à la fin de la journée, c'est d'être pertinent, d'être différent dans la communication que l'on maintient pour maintenir cette connexion émotionnelle qui est le cœur des marques qui veulent être justement dans le futur africain. Parfait. Merci, merci Aïssatou. Maintenant Florence, est-ce que toi tu peux apporter le point de vue, Africascope? Et est-ce qu'il y a des pépites qui sont ressorties, notamment lorsque vous avez fait de nouveaux tris, au sujet de la RSE dans le Sustainability Sector Index? Donc concernant la consommation média, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, donc on voit bien cette émergence du local, et quand je dis émergence du local, c'est dans l'offre, mais c'est aussi tout un concept de production locale, d'inspiration locale, et donc qui répond à des attentes, de la population. Hem, Après effectivement, quand on a, travaillé sur cet aspect un peu RSE, à travers de l'étude Africascope, on voit qu'effectivement déjà, il y a beaucoup il y a une prise de conscience
de l'importance de, mmh, de ces comportements, RSE, mais qui effectivement viennent, localement, hein, donc effectivement consommer qui sont axés sur la consommation locale, sur le fait de moins de gaspillage et cetera et donc qui s'ancrent progressivement, au sein de la population. Donc c'est effectivement des éléments qu'on voit, qui convergent en fait avec tout ce qu'on vient de se dire. C'est que les choses les évolutions doivent se faire en prenant en compte cet aspect local, singularité, culturelle des différentes populations parce qu'il y a plusieurs, cultures, au sein du continent africain. Et donc voilà, ça c'est des tendances qu'on voit dans nos études et qui vont dans le sens de l'inclusivité et de plus, d'égalité en fait. Parfait. Bah, merci, merci Florence et Aïssatou pour cet éclairage, voilà et alors maintenant, dernière question et c'est là où, je vous invite à être le plus créatif possible, mais et c'est une question où Michael va être crucial, et j'attends que vous soyez, voilà, le plus créatif possible. Ouvrons le champ des possibles. Quels sont les apports de l'afrofuturisme pour la prospective, l'innovation, la créativité, la diversité et l'émancipation? Michael? On a presque répondu à cette question déjà, en filigrane dans toutes nos interventions. Faire nous-mêmes ce futur pour nous-mêmes, c'est extrêmement décolonial. C'est entrer dans un décentrement de ce qui s'est fait jusque-là, notamment en proposition, de science-fiction, en proposition de marché aussi. C'est basculer de ce centre vers la marge et donc d'exploser cette marge et d'en faire un nouveau centre. Il faut garder à l'idée que cette notion d'afrofuturisme, le philosophe Achille Mbembe en parle très bien, ça reste un fantôme finalement dans cette mondialité. L'afrofuturisme ne naît que parce que la science-fiction, euh, jusque dans les années 2000, était dominée par un imaginaire blanc occidental. L'afrofuturisme ne se repère que en contrapposto de cette science-fiction-là. Ce terme-là nous indique en réalité que nos créations sont déjà futuristes. On est déjà dans cette renaissance dont parle Aïssatou. On est déjà le futur, on a déjà traversé 2 apocalypses qui ont été la colonisation du continent et la traite négrière. Ce qui fait que tout ce qu'on produit aujourd'hui, comment dire? Tout ce qu'on produit aujourd'hui rentre dans cette dynamique émancipatrice et totale. Quand elle prend le temps de se collisionner avec les autres cultures du monde, cette production s'ouvre au monde. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va manger le monde, ça pourrait. Hein, dans la Caraïbe, on a cette réappropriation du terme cannibale, on est des cannibales. C'est justement pour manger le monde, mais c'est aussi pour l'ingérer, pour mieux le sauvegarder et pour s'individuer. On peut dire ça comme ça, je pense. C'est-à-dire que l'afrofuturisme, il ne faut pas le considérer comme quelque chose d'amalgamant. Au contraire, il faut y voir dedans des trajectoires, des jaillissements qui sont propres à des individus, plus qu'à des groupes. C'est pour aller plus loin dans cette idée-là, c'est en se concentrant sur l'individu quand il est unique, quand il est seul, sur sa spécificité, sur sa différence,
c'est quand on va prendre soin de cette différence, de comment il s'est construit dans son rapport au monde, et en le démarquant de tout réflexe communautaire, on va dire, que finalement on peut le mieux exprimer un cofuturisme, un futur qui prend en considération non seulement l'origine africaine ou afrodescendante de la personne, mais aussi la manière dont il a relationné avec le monde entier. Comment il s'est heurté à d'autres genres musicaux, comment il s'est heurté à une autre gastronomie, comment il a emmagasiné tout ça et qu'il en a fait un soi qu'il chérit au jour le jour. Et, et ne plus considérer la foule comme quelque chose de calculable, euh, de, euh, d'invisibilisant finalement. Se tendre vers la personne unique, c'est vraiment, je pense, euh, le pas qu'il faut prendre. S'il y avait un terme pour résumer ça, c'est celui imaginé par Patrick Chamoiseau, Jean Bernabé et Raphaël Confiant, c'est celui de la diversalité. Alors, on n'est plus dans une universalité du monde qui se rangerait derrière un amalgame unique, mais vers un soin porté pour le divers, pour la différence et pour la spécificité de chacun. J'adore ce terme et je le retiens. Merci, merci Michael. Là, je pense que tu as ouvert le champ des possibles et que les marketeurs ont pris note. Aïssatou, Florence, vous êtes inspirée, vous voulez vous lancer? Alors, oui, effectivement, très inspirant, Michael, et très inspirant ce thème. Enfin, moi, je finirais peut-être juste par encourager finalement, hein, à une meilleure connaissance, à une meilleure compréhension de tout ce qui est en train de se passer en Afrique, pour continuer d'être pertinent sur tout ce qui est afro-futurisme et tendances locales amplifiées ou afrospiration. On pourrait éventuellement donner des pistes. Hein, ça nécessite voilà, d'être sur un échange un peu plus spécifique. Mais on pourrait prendre le prisme des ingrédients. Parce que tu as parlé d'innovation et de pistes créatives. Qu'est-ce qui, comme ingrédient, pourrait vraiment résonner localement avec les individus? Qu'est-ce qui pourrait résonner aussi en termes de narratif? Quel pan de notre histoire pourrait être mis en avant? Quels sont les process qui sont spécifiques ou voilà, les process alimentaires, des process d'élaboration de tissus, de vêtements, des process qui vont être vraiment se singulariser ou être singuliers et spécifiques à notre environnement. On pourrait parler aussi de rituels, hein, de traditions, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant sans aucune timidité voilà, on a parlé tout à l'heure de se rapprocher des Africains qui ont envie de plus en plus de vivre des expériences qui leur ressemblent et qui résonnent par rapport à leur environnement. Donc, tout ceci me fait penser, voilà, à tous ces ingrédients, tous ces artifices qu'on pourrait utiliser, des métiers spécifiques, un terroir célébré. J'étais très surprise la semaine dernière de voir que désormais l'appellation Attiéké était propre à la Côte d'Ivoire et que c'est pas juste en prenant de l'igname, du manioc et en transformé qu'on pouvait mettre une appellation Attiéké. Donc le terroir est quelque chose qui se développe de plus en plus. La filière aussi est quelque chose qu'on peut s'approprier quand on a l'ambition d'être pertinent en Afrique. Et puis tout simplement, quelque chose qui marche très bien, qui est l'utilisation d'icônes. Michael a certaines références. On sait que, enfin voilà, sur le marché sénégalais, qu'on connaît un peu plus, Ibakou, qui est un artiste électro-sénégalais, a commencé lui aussi à être un peu plus visible sur cette tendance afrofuturiste lorsqu'il a fait un défilé avec Célie Rabican, la designer sénégalaise. Donc voilà, les icônes aussi, les emblèmes sont des éléments que l'on peut reprendre aisément pour les
pour rendre en tout cas son offre et sa réponse plus pertinente. Parfait. Merci, Aïssatou, c'est très inspirant également. Florence? Bah, oui, effectivement, je rejoins, ce que dit, Michaël et Aïssatou. C'est une, richesse, qui se partage, et qui enrichit, tout le monde, en fait, et qui, contribue effectivement à plus de de d'inclusivité d'équilibre entre tous. Et donc en soi, c'est très, inspirant et optimiste pour la suite. Parfait. Ben merci beaucoup, à tous les 3. Je trouve que cette discussion a été extrêmement riche. J'ai envie de retenir le mot de Michael Diversalité. J'ai envie de retenir, toutes les tendances, décrites par Aïssatou et le l'accompagnement, de Florence, de toutes ces marques. Donc j'espère que les marketeurs ont été inspirés, auront trouvé les clés pour comprendre l'afrofuturisme et surtout comprendre que ce n'est pas figé, que ça va être, amené à évoluer et à se transformer pour, voilà, tout simplement coller à l'air du temps. Les temps changent et voilà. Donc nous sommes ravis, chez Kantar d'avoir accompagné ce changement, qui ne saurait, qui est en cours, qui est en marche. Donc voilà, je remercie mes 3 intervenants, Michaël, Merci. Aïssatou et Florence. Vous avez été fantastiques. Merci. Merci, Merci à tous. Merci Mariana. Et merci. donc pour, chers auditeurs, chères auditrices, je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast de Future Proof organisé par Kantar, pour un prochain numéro sur le tourisme durable. À très bientôt.